De manière plus officielle, je vous souhaite la bienvenue à cette séance publique d'information organisée par le bureau du projet Ligne Bleue. Il s'agit d'une séance d'information à l'intention des riverains, habitants ou travaillant à proximité des chantiers des futures stations Vio, Lacordaire ainsi que Longelier, qui souhaitent en savoir plus sur le microdynamitage contrôlé. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présence, que vous soyez dans la salle ou en réécoute à la maison. Je m'appelle Mélisa Alili, j'agis comme maître de cérémonie pour ce soir et je travaille à l'Institut du Nouveau Monde, une organisation non partisane parce que je cherche mon mot, qui encourage la participation citoyenne de toutes et de tous. La séance se déroulera en français, mais les participants et les participantes qui souhaitent poser leurs questions en anglais pourront le faire. This session will be conducted in English, but if you want to address a question in French, so if you want to address a question in English, you are welcome to do so. Il y a des soirées comme ça, vous allez voir, ça va mieux aller pour les prochains paragraphes. L'objectif de la séance d'information de ce soir est de vous présenter la technique d'excavation par microdynamitage contrôlé, qui sera l'une des méthodes utilisées sur les chantiers du projet Ligne Bleue. Beaucoup d'informations vous seront partagées ce soir. Je ne doute pas que plusieurs d'entre vous seront interpellés par le microdynamitage contrôlé. Aussi, sentez-vous à l'aise d'exprimer vos préoccupations et votre curiosité par rapport à ce sujet. Nous sommes là ce soir pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir répondre à vos questions. Notez également que certains d'entre vous ont posé leurs questions lors du formulaire d'inscription. On va pouvoir s'assurer d'adresser ces questions-ci lors de la présentation. Et puis, si le temps nous le permet et qu'il y a des questions qui ne sont pas répondues, on va pouvoir les poser également. Voici comment se déroulera la séance d'information de ce soir. Elle va pouvoir débuter avec une présentation PowerPoint d'une durée d'environ 35 minutes et par la suite sera suivie d'une période de questions. La rencontre sera d'une durée approximative de 1h30. Au cours des derniers jours, certains d'entre vous, comme je vous l'ai mentionné, nous ont transmis des questions en vue de la séance et elles seront couvertes pendant toute la présentation. Il me fait plaisir de vous introduire M. David Chartier, directeur construction pour le projet Ligne Bleue, Mme Sarah Giglioni-Bédard, directrice de projet pour la Ligne Bleue, ainsi que M. Pierre Groulot, expert en forage et sautage pour la firme WSP Global Inc. Je l'ai bien dit? Oui? Super. Il nous fait plaisir également de compter parmi nous des partenaires, entre autres des représentants des arrondissements ainsi que des services centraux de la Ville de Montréal. Merci d'être avec nous. Avant de débuter la présentation, je souhaite rappeler quelques règles pour le bon déroulement de la soirée. Nous vous invitons donc à mettre vos cellulaires sur le mode vibration, s'il vous plaît, et d'attendre à la période de questions pour poser vos questions. Enfin, dans le but d'échanger dans un climat qui se veut agréable et constructif, je vous propose qu'on se responsabilise toutes et tous pour faire preuve d'écoute, d'ouverture et de participation respectueuse. Ce qui m'amène à vous proposer l'ordre du jour qui suit. Donc, on va pouvoir parler de la partie du projet, l'avancement des chantiers à ce jour, ainsi que l'excavation par microdynamitage contrôlé. Et les objectifs de la séance, comme mentionné un peu plus tôt, ça va être de définir ce que c'est le microdynamitage et ses paramètres, et finalement ouvrir la discussion avec vous pour une meilleure compréhension du projet dans son ensemble. Je laisse la parole sans plus attendre à M. David Chartier, directeur construction. Merci. Premièrement, je pense qu'il y en a déjà qui étaient venus aux premières séances. Je vais quand même faire un bref survol de ce que j'ai déjà mentionné, un peu plus rapide, mais pour vous mettre aussi dans le contexte. C'est-à-dire que c'est la STM qui réalise le prolongement de la ligne bleue à travers un bureau de projet qu'elle a mis en place. On appelle le bureau de projet PLB pour projet ligne bleue, puisqu'il englobe le prolongement de la ligne bleue aussi et le contrôle de train. Donc, des fois, quand on parle de PLB, ça peut être autant prolongement ligne bleue que PLB, que projet ligne bleue, ça revient à la même chose. Nous avons la maîtrise d'œuvre et nous sommes le gestionnaire, le donneur d'ouvrage. Donc, c'est important s'il y a des problématiques, de revenir vers nous, de ne pas aller vers l'entrepreneur, de ne pas aller vers votre arrondissement, d'aller vers vraiment le bureau de projet. Et en ayant la maîtrise d'œuvre, en plus de ça, on va vers des spécialistes, comme on va vous présenter aujourd'hui, qui nous accompagnent dans des éléments qui sont plus stratégiques. Le bureau de projet, il est gouverné par 5 entités. Donc, on a le MTMD, donc anciennement appelé MTQ, le SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures,
l'ARTM, qui est l'Agence régionale de transport métropolitaine, la Ville de Montréal, ainsi que la XTM, qui est l'exploitant. Toutes ces personnes-là se rencontrent ensemble pour prendre des décisions stratégiques quant à la portée du projet, les éléments sensibles, etc. Toute la conception est réalisée par nos gens à notre bureau de projet. Donc, on a environ 500 à 600 personnes qui travaillent à faire l'ingénierie. Donc, il y a déjà beaucoup d'ingénierie qui est exécutée, puis on en a d'autres qui est encore en cours pour les stations à venir. Mais on a déjà beaucoup d'éléments qui sont faits et tout est fait par nos équipes. Donc, ce n'est pas un projet que c'est l'entrepreneur qui décide de ce qu'il y a à faire par rapport à il y a un métro à construire. C'est toutes nous autres qui avons fait notre ingénierie. Et nous, on fait toutes les étapes, le bureau de projet fait toutes les étapes jusqu'à redonner le projet à la STM qui va le mettre en exploitation. En fin de compte, on se rend jusqu'au premier train qui va transporter des gens. Donc, tous les essais dynamiques, mise en service, ça va être le bureau de projet qui va l'exécuter. Comme je vous ai mentionné tantôt, le lien avec la communauté, le lien avec les adjudicataires, donc ce qu'on appelle les entrepreneurs, et les médias, c'est vraiment à travers le bureau de projet. Donc, on a des gens qui sont dédiés à ça. Donc, quand vous avez des questions ou quoi que ce soit, on a des personnes, des agents de liaison qui vont pouvoir vous aider ou qui vont diriger les questions vers nous. Aussi, le bureau de projet collabore avec la STM, qui va être l'exploitant, et la RTM, puisque les deux terminus sont de juridiction ARTM. Donc, pour ramener les autobus, on va dire autant à P9 qu'à Anjou, ce que je vais vous montrer un peu plus loin. Tout le monde l'attend, le prolongement. On parle de ça depuis, il y en a qui me parlent de 79, je n'étais pas vieux à cette époque-là. Ça va amener beaucoup d'améliorations dans le secteur. Donc, on va améliorer la mobilité, l'intermodalité, je m'en fâche tout le temps dans ce mot-là, on est deux. Avec le lien avec le SRB qui est vraiment névralgique, on a aussi, ça va donner un essor économique, puis même au niveau du développement domiciliaire, on a encore vu des annonces ce matin. On intègre toute l'accessibilité universelle, autant pour les personnes à mobilité réduite que quelqu'un, on va dire, avec une déficience visuelle. Toutes ces personnes-là sont prises en considération dans nos aménagements. Également, on cherche à aller chercher une certification qu'on appelle Envision, qui est un peu comme le LEED pour les bâtiments, c'est-à-dire qu'on va avec des solutions pour un développement durable. Donc, on fait de la déconstruction de bâtiments, on utilise des matériaux à bas carbone, etc. Pour ceux qui ne savent pas, on se rend jusqu'à Anjou. 5 stations. Aujourd'hui, on va vous donner l'avancement de quelques stations. Entre les stations, on a ce qu'on appelle les structures auxiliaires. Donc, c'est des bâtiments, même chose que les stations, il va falloir faire des puits verticaux pour se rendre jusqu'à nos tunnels. Donc, c'est à ces endroits-là, comme aux endroits de station, il y a des excavations qui vont s'exécuter, autant à la fois qu'on va être en vertical, autant après ça, on va être en horizontal pour se rendre jusqu'au tunnel. Dans le secteur de Anjou, on a un garage souterrain, donc tout ce qui est en gris ici est en souterrain. Donc, le seul bâtiment qu'on va voir, ça va être un petit bâtiment qu'on appelle l'atelier. Le restant, c'est tout construit en souterrain. Donc, nous, tous les travaux se font à travers quelques entrées, donc des entrées, ce qu'on appelle les transepts de station, donc les excavations verticales, et on va acheminer tous nos matériaux pour construire les tunnels, etc., à travers ces lieux-là. Donc, cette portion-là ici va rester ouverte à la circulation, et nous, on va vraiment comme creuser et à partir de ce point-là, aller construire tout ce qu'il y a à faire. C'est un peu ça en vulgarisé. Là, je vais passer la parole à Sarah, qui est la directrice d'un des secteurs qui va vous intéresser, qui va vous montrer comment ça va bien. La stratégie de l'entrepreneur au niveau de la station P9, la future station P9, c'est de faire une méthode d'excavation mécanique qui s'appelle l'éclateur de roc. Donc, ce n'est pas de l'excavation par dynamitage, mais un autre type d'excavation, en fait, qui est plutôt mécanique, qui arrive au même résultat au final. Mais c'est pour ça que ça a pu débuter, là, puis que ça a été un peu plus transparent pour vous en termes de communication. Ces travaux-là, pour l'instant, on est environ, là, si vous pouvez voir,
6 mètres de profondeur qui ont été réalisés. Ils vont se poursuivre d'ici la fin de l'année. En fait, en premier, là, on va finir l'excavation qui est verticale, donc du puits. Ensuite, vers l'automne, on va commencer l'excavation des tunnels. Puis, c'est à partir de P9 qu'on va lancer le tunnelier qui va excaver les tunnels vers la station Anjou, de même que l'excavation mécanique qui va se faire non pas par tunnelier, mais par d'autres équipements qui s'appellent une haveuse qui va se faire vers la station Saint-Michel existante. Donc, c'est vraiment là, la station P9 qui va permettre le lancement du creusage des tunnels. Donc, ça ici, c'est l'aire de chantier qu'on occupe actuellement, là, qui est principalement dans le stationnement du centre commercial Le Boulevard. En rouge, vous voyez la zone d'excavation. Puis, en espèce d'assuré, c'est toute la zone de chantier qu'on a besoin d'empiéter pour avoir nos installations là, requises aux travaux. Ensuite, je passe au secteur Vio. Le secteur Vio, c'est pas le même, on n'est pas au même niveau d'avancement, même si les travaux ont commencé sensiblement au même moment, en septembre dernier. En fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux au niveau des utilités publiques sur la rue Jean-Talon. On est d'ailleurs allé finaliser ces travaux-là. Ils vont se terminer au cours des prochains jours, semaines, ce qui va nous permettre par la suite de commencer vraiment plus au niveau des travaux d'excavation. Par contre, dans la zone de droite que vous voyez, qui est notre emprise, qu'on peut dire privée, là, qui est sur le domaine privé, dans cette zone-là, on a déjà commencé à faire des petits travaux d'excavation de mort-terrain qu'on appelle, là, qui est vraiment le sol, le terrain meuble, avant de se rendre au roc. Donc, on commence à creuser ça pour faire notre soutènement puis vraiment définir notre zone d'excavation en vue de débuter les travaux d'excavation de roc. Encore une fois, l'entrepreneur préconise une méthode d'excavation mécanique dans une grande portion de ce secteur-là, mais sur le chantier, il y aura aussi un petit secteur un peu plus restreint qui sera fait par micro-dynamitage, pardon. Ces travaux-là vont commencer beaucoup plus vers la fin de l'année. Au niveau de l'excavation de roc, par mécanique, ça va commencer là, un peu plus tôt au courant des prochaines semaines, mois. Donc, encore une fois, la zone de chantier, ça, c'est la zone, vous voyez qu'il y a encore une petite zone qui vient scinder les deux chantiers. Ça, c'est appelé l'espèce de pointillé vert. C'est appelé à disparaître quand on va terminer les travaux sur Jean-Talon même. Le chantier va prendre l'ampleur, il va venir prendre toute la zone, puis la zone de piéton va aller au nord de Jean-Talon. Finalement, il va me rester l'Angelier après, mais la Cordaire, c'est un autre site qu'on a commencé un petit peu plus tard, mais qui, lui, débute. Là, on a tout juste débuté nos travaux d'excavation de roc. Donc, vous voyez nos deux zones de chantier. On a la zone principale qu'on voit dans le fond et un autre petit secteur là, pour une sortie dans le parc. Donc, l'entrepreneur aussi, ça va de bon train. Il a commencé ses travaux d'excavation de roc. Encore une fois, c'est la méthode mécanique par éclateur de roc avec laquelle il a commencé. Toutefois, il va avoir une méthode, le site va être beaucoup plus avec une méthode hybride, donc des travaux de microdynamitage là, vont débuter dans les mois à venir là, dans ce secteur-là. Et ça, c'est pour notre zone de chantier qui est déjà occupée de la sorte. Et finalement, je conclus avec l'Angelier qui, comme je vous disais, on peut le voir à même l'image, que les travaux sont très avancé. Là aussi, c'est sensiblement le même avancement qu'à P9, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine profondeur d'environ 6 mètres d'excavation dans le roc. C'est pour la zone principale. Bientôt, mois de mai environ, l'entrepreneur va commencer ses travaux de microdynamitage dans le secteur L'Angelier. Fait que ça va être notre premier secteur là, qui va accueillir ce type de travaux-là qui vont se faire là, dans l'issue un peu plus au nord sur l'image. Mais il va continuer la méthode d'éclateur de roc là, qui est utilisée dans notre zone principale. Ça, c'est pour notre occupation de chantier. Il y a les autres chantiers dont je n'ai pas d'image à vous présenter parce que les chantiers n'ont pas débuté, mais au niveau des structures auxiliaires, comme David parlait, on a des structures qui viennent s'ériger entre chaque station. Ces sites-là sont à veille d'être entamés pour certaines, entre autres pour la structure auxiliaire qui se trouve au coin de Provencher. Les empreintes de chantier vont être vraiment diminuer. Là, il y aura à peine d'empreintes de chantier. On ne va pas venir fermer la rue Jean-Talon. La circulation va pouvoir se faire sans problème. Dans ces zones-là, dans ces petites structures-là, l'entrepreneur va encore préconiser une méthode hybride, va choisir sa méthode en fonction de l'environnement du chantier, mais il est fort probable que le microdynamitage soit une des méthodes qui soit
davantage préconisé là, de par l'ampleur des travaux qui s'y prêtent. Donc voilà, je vous laisse au sujet chaud de la soirée, l'excavation par microdynamitage. 1, 2, 1, 2. Bonsoir tout le monde, je vous remercie d'être présent. Je me présente, mon nom est Pierre Groslot, je suis ingénieur spécialisé dans le domaine de toutes les sortes de dynamitage depuis plus d'une quarantaine d'années, entre autres des travaux de dynamitage en milieu urbain. Ce que c'est le microdynamitage, le but de la présentation, c'est qu'il va y avoir des travaux aux explosifs. Les gens vont chercher de l'information un peu sur YouTube, différentes sources, puis les types de sautage qui vont être appliqués dans le cadre du projet du prolongement de la ligne bleue, c'est des sautages qui sont vraiment petits, contrôlés. C'est pour ça qu'on parle de microdynamitage contrôlé. Ça n'a rien à voir avec des dynamitages qu'on va voir dans les opérations de carrière, mines, etc. Il y a quand même des préoccupations lorsqu'on arrive près des structures, près des gens, qu'on travaille avec ces méthodes-là. Je pense que mais le but, c'est de vous montrer tous les paramètres, les mesures de précaution qui sont prises. Puis c'est des méthodes que je vous dis qu'on a utilisées ailleurs, qui sont prouvées. Fait qu'on prend les meilleures méthodes avec les meilleurs produits. C'est un peu ce qu'on veut vous présenter. Puis à la fin de tout ça, il y a des vidéos. On vient de terminer le puits de la station du REM Édouard-Montpetit. Des mesures qui sont vraiment particulières, qu'on a élaborées également pour le prolongement de la ligne bleue. Fait qu'on a des vidéos pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Fait que c'est vraiment rien de spectaculaire, mais c'est excessivement contrôlé, puis ça prend ces mesures-là. Donc, la première portion, comme David l'expliquait tout à l'heure, ce qui est au niveau du tunnel pour relier les différentes stations de métro, c'est la portion qui va être faite avec un tunnelier exclusivement de façon mécanique. Donc, il n'y aura pas d'explosif ou de microdynamitage dans cette portion-là. Le microdynamitage, c'est une méthode complémentaire au rock splitter. Comme Sarah disait tantôt, le rock splitter, c'est de prendre des forages à grand diamètre. Ils vont rentrer un cylindre hydraulique qui va éclater du roc. C'est une méthode qui est plus lente, mais qui est sécuritaire. Fait qu'en complément à ça, le microdynamitage, pour des raisons aussi pour faire les travaux, pour que ça dure, les travaux soient une portée ou un petit peu plus courte aussi. C'est une méthode qui est utilisée. Puis il y a des places aussi dans je parlais des stations qui vont être faites avec le rock splitter et le microdynamitage. Puis il y a des structures auxiliaires aussi. Je parlais de l'éclateur de roc, il faut faire des trous de gros diamètre. Fait qu'il y a des endroits où on n'a pas accès avec des grosses foreuses. Fait qu'on va travailler avec une méthode de microdynamitage dans ces applications-là. Vous avez la photo aussi, je vous parlais de la station du REM Édouard-Montpetit. C'est la deuxième station la plus profonde en Amérique du Nord pour du transport en commun. Fait qu'on est vraiment collé sur toutes les structures. Fait que ce qu'on va faire au niveau du prolongement de la ligne bleue par microdynamitage, c'est des méthodes qui sont similaires à celles sur la photo que vous voyez. Fait que c'est une excavation chirurgicale par méthode de dynamitage contrôlée. C'est une méthode qui est prouvée, qu'on utilise à maintes reprises avec succès. Et quand on parle de microdynamitage, on parle de forage de petits trous, des petites charges d'explosifs. Fait que c'est des petits sautages à la fois. Puis pour être capable d'y arriver, c'est vraiment de la haute précision. Dans les explications, je vais vous parler sommairement des genres de produits qu'on prend. Je ne veux pas faire de vous des experts en dynamitage, mais je veux que vous compreniez les enjeux. Fait qu'on travaille avec les produits les plus récents de dernière génération. C'est avec ça qu'on est capable d'obtenir le maximum de contrôle. Fait que ce que vous voyez ici, c'est toutes ces portions-là, c'est des microdynamitages, mais ce que vous voyez ici, c'est seulement que des mesures de protection. Ce qu'on va dynamiter dans ce cas ici, c'est juste la portion de roc qui est dessous. Fait qu'on contrôle vraiment les sautages au niveau des projections, des vibrations, ce que je vais expliquer. Mais toutes ces mesures-là, c'est des mesures qu'on rajoute au-dessus du sautage pour contrôler tout ça. Puis ce qui est intéressant aussi, là, on fait le microdynamitage ici, puis regardez la proximité des équipements. Fait que quand on fait le micro-sautage, les équipements sont vraiment collés. On évacue le personnel, mais quand je vous dis que c'est contrôlé, au point de mettre les équipements à une proximité aussi près que ce que vous voyez sur la photo. Donc, la première étape, dans un projet comme celui-là, c'est de regarder dans quel genre de roc qu'on va travailler. Fait qu'il y a une campagne de forage qui est faite avec des carottes de roc. On évalue la dureté du roc, la qualité du roc pour adapter les meilleures méthodes selon le type de roc qu'on va rencontrer. Fait que je vous parlais des mesures de protection. Sur la photo que je vous ai montrée,
auparavant, vous voyez comment c'est recouvert avec des matelas de sautage. Les explosifs qu'on va prendre, c'est des petits formats, mais ça reste des produits qui sont de dernière génération plus sécuritaires, mais il y a tout un protocole qui encadre la législation de manutention, utilisation de ces produits-là. Puis on travaille en ville, on a des structures qui sont à proximité, donc il y a des vibrations qui sont émises par les sautages, on les contrôle, mais il y en a. Fait qu'on fait... La conception et la réalisation des sautages sont faites en fonction des structures, ce qu'on a besoin de protéger aussi. L'autre chose, c'est qu'on travaille dans un environnement urbain. Il y a des gens autour, fait que les méthodes sont appropriées aussi pour essayer de minimiser le dérangement. Puis je vous le dis, micro-dynamitage, je vous parle des petites charges explosives, des petits trous. Pour vous donner un aperçu, là, tout ça va se passer dans un délai de 0,25 à 0,3 secondes. Notre micro-dynamitage est complété. C'est très rapide. Fait qu'on parle, je parlais tout à l'heure des diamètres, des formats d'explosifs, mais on a des normes de vibration. Puis les normes qu'on a à respecter sont imposées par la Ville de Montréal pour protéger des structures. Fait qu'il y a des structures que vous voyez qui sont les bâtiments autour, mais il y a également des structures qui sont enfouies. On a des conduites d'aqueduc qui sont vieilles, qui sont plus fragiles. Fait que les normes sont établies pour protéger de façon très sécuritaire toutes ces structures-là. Les normes de la Ville de Montréal, en général, sont dans l'ordre du 25 mm par seconde. Ça, c'est parce que quand on met des sismographes, on prend des lectures, puis on a la vibration qui est en unité de millimètres par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, 25 mm par seconde? Pendant des années, des décennies, la norme était à 50, pas à 25. Puis pourquoi 50? C'est parce qu'il y a des études qui ont été faites au préalable où on commençait à avoir des fissures dans du vieux plâtre, des joints de gyproc, à partir de 70. Fait qu'on, ce qu'on appelle des dommages potentiels cosmétiques. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis la norme à 50. Nous, on n'est pas à 70, on n'est pas à 50. La Ville de Montréal nous impose des limites maximum de 25. Fait que le 25 est très sécuritaire pour tous les types de bâtiments qu'on a à protéger, incluant les conduites enfouies. Au niveau de notre rôle à nous, on a assisté les gens avec David pour écrire les spécifications pour pouvoir avoir un entrepreneur qui va travailler selon des critères qui sont définis. Ce qu'on appelle, nous autres, on a participé au devis. Puis dans le devis, l'entrepreneur qui va être sélectionné doit travailler avec des méthodes qu'on lui impose. Fait qu'on veut qu'il travaille avec les bonnes méthodes, qu'il ait le bon prix pour faire les travaux. Puis l'entrepreneur se doit aussi de répondre à des qualifications au niveau de son expérience, l'expertise de ces gens. Fait que c'est des travaux qui sont rigoureux. Puis on a besoin des gens qui ont des hautement qualifiés pour réaliser ces travaux-là. Fait que dans la séquence avant les travaux, pré-inspection des bâtiments, qu'on va voir sur la prochaine diapositive, on met des sismographes autour pour pouvoir mesurer nos vibrations, puis on les met aux structures les plus proches. Pourquoi? C'est parce que quand on fait un dynamitage, micro-dynamitage, la vibration part de la source au niveau du point d'impact du micro-sautage, puis les vibrations vont diminuer en fonction de la distance pour tomber à zéro. Fait que la vibration ne pourra pas reprendre de la vitesse puis de l'accélération. Fait qu'en mettant les sismographes le plus près autour de ce qu'on a à mesurer, on assure tout ce qui est plus loin. Par le fait même, vous montrez comment on recouvre un sautage avec l'épaisseur de recouvrement qu'on met là-dessus, mais en plus, on va filmer chacun des sautages pour valider qu'on est en plein contrôle sur tout. Puis lors de l'exécution des travaux, au-delà de l'entrepreneur qui doit répondre à des qualifications avec tant d'années d'expérience pour chacun des intervenants, il reste que les travaux vont être suivis à temps plein par un technicien d'expérience qui va être au chantier pour suivre tous ces travaux-là. Puis nous autres, l'équipe d'ingénieurs en arrière-scène, on est là aussi pour tout faire les vérifications. Fait que les travaux de pré-inspection qui sont complétés avant le début des travaux de micro-sautage pour prendre l'état des lieux. Puis je vous dis que le 25 mm par seconde est très sécuritaire, très loin d'une norme où on pourrait créer des bris. Fait qu'on prend nos mesures, on fait une vérification des bâtiments avant le début des travaux. Puis, on vient reprendre des vérifications aussi après pour vérifier puis valider que les travaux de micro-sautage ont été sous contrôle, c'est rien brisé. On va arriver, puis ça arrive souvent, parce qu'on va voir des salages, des structures de béton qui sont déjà fissurées. Fait qu'on les note. On peut même mettre des fissuromètres pour mesurer, voir s'il y a un déplacement. Puis, par expérience,
Pour briser du béton, ça me prendrait des vibrations 10 fois plus fortes. Le 25, on commence à avoir des fissures dans le béton à 250. Fait qu'on est à des années-lumière de ça avec notre 25, mais on prend quand même des lectures et on le suit. Ce qui va créer des fissures le plus, c'est les cycles de gel, dégel qui font travailler le sol. C'est plus exigeant. C'est là qu'on va avoir des fissures. Maintenant, avant le début des travaux, je vous explique qu'on fait une pré-inspection des bâtiments. Maintenant, au niveau d'une station ou d'un puits, d'une structure auxiliaire, on va faire tout le ceinturage avec une technique qu'on appelle du dynamitage, pas du dynamitage, mais du forage aligné à grand diamètre. Si vous vous promenez le long des autoroutes, vous allez voir des demi-lunes de forage. Il y a des techniques de dynamitage qu'on appelle du pré-découpage qui existent pour cisailler du roc. Mais ces techniques-là vont faire des vibrations. On n'a pas le droit, on est des structures trop proches, fait que ces techniques-là, on ne les utilise pas. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va faire des forages avec des trous d'un certain diamètre, avec des trous très, très rapprochés. Fait qu'on va découper le roc juste avec des forages sans utiliser d'explosifs. Fait que ça, c'est tout fait avant de commencer le microdynamitage. Fait que lors des points au niveau des contrôles de vibration que je parlais tout à l'heure, chacun des sautages, on va avoir une firme externe pour mettre les sismographes, prendre les lectures, on analyse les résultats de vibration, puis avec les enregistrements de vibration, on est capable de prévoir combien de sautages qu'on va avoir. On prend nos lectures, puis après ça, chacun des sautages va être redesigné ou conçu par des ingénieurs en fonction des résultats obtenus. Ce n'est pas ce que je dis, c'est les résultats qui vont dicter ce qui doit être fait au chantier. C'est vérifié puis validé à chacun des sautages. Je vous parlais tout à l'heure du forage aligné à grand diamètre. Ça serait ce forage-là ici, une vue en plan, une vue aérienne. Exemple, si je prends un petit sautage dans ce coin ici, ben, je vais avoir des vibrations qui vont vouloir s'en venir ici. Cette ligne-là va couper des vibrations de sautage. Maintenant, les trous, il y a une distance d'ouverture entre des trous, fait que j'ai des vibrations qui peuvent passer entre deux trous. Je ne veux pas ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait une deuxième rangée qui est déphasée pour venir intercepter les petites vibrations qui voudraient passer entre les trous. En plus de ça, on parlait du rock splitter tout à l'heure, qui est une excavation mécanique. Ce qu'on fait en complément de cette méthode-là qui coupe les vibrations de plus que 55 %, on vient prendre une tranchée qu'on va faire mécaniquement au rock splitter, qu'on va excaver pour couper les vibrations. Fait que lorsque je fais le petit sautage ici, ben la vibration traverse, il n'y a plus de roc. Fait que la vibration est coupée. Puis en plus de ça, on a deux rangées de forage aligné pour venir couper les vibrations. Fait que c'est les techniques qu'on utilise pour pouvoir gérer les micro-sautages pour ne pas avoir de vibrations qui sont problématiques. Fait que, le sismographe, les réseaux de sismographes qu'on met autour, qui vont venir mesurer en millimètres par seconde les vibrations, ça ressemble à ceci. On a un géophone, on a un microphone aussi pour mesurer le son, puis on a la lecture qui va être prise là-dessus. Maintenant, de quelle façon qu'on fait quand on fait de la conception de dynamitage pour dire que ce dynamitage-là va créer tant de vibrations par rapport à un autre, de quelle façon qu'on fait ça? Je mets une photo avec une goutte d'eau. Je vous donne un exemple comme une analogie. Si vous prenez une grosse roche, vous lancez ça dans l'eau, vous faites une grosse vague. Prenez la même roche, cassez ça en fragments, puis lancez en rafale les fragments dans l'eau, faites un paquet de petites vagues. C'est comme ça qu'on contrôle les sautages au niveau des vibrations. On va déterminer, je vous disais que ça dure de 0,25 à 0,3 secondes, mais c'est toutes des micro-détonations qui sont en millième de seconde. Puis on détermine combien de grammes d'explosifs va détonner à chacune des micro-détonations, comme je contrôlais la grosseur de la petite roche que je vais lancer dans le bassin d'eau. Fait qu'on détermine les charges à chacune des micro-détonations. C'est de cette façon-là qu'on contrôle les vibrations de sautage. Il y a des formules, je n'embarquerai pas en détail, là, mais à chacune des lectures, on a avec la formule, on est capable de prévoir combien de vibrations qu'on va faire, puis on raffine au fur et à mesure. Puis, on ne commence pas avec un sautage, on a tant de vibrations, puis on va s'ajuster. On commence avec des petits sautages, on prend nos lectures, puis progressivement, on évolue. Puis c'est les résultats, je répète, là, c'est les résultats qui vont dicter ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
Vous parlez des explosifs, il il existe plusieurs. Les explosifs les moins chers, c'est des explosifs en vrac qui créent des problèmes. Puis je vous parlais qu'on veut contrôler à chacune des micro-détonations combien de grammes va détonner pour aller chercher le contrôle vraiment précis de ce facteur-là qui est important dans le contexte avec lequel on va travailler. On travaille avec des explosifs à petit diamètre qui sont en cartouchés. Puis ces produits-là, je vais revenir en arrière, ces produits-là sont de dernière génération, c'est des émulsions. Quand je vous dis que c'est des produits sécuritaires, si je charge des cartouches explosives dans le trou, si j'échappe de la poussière dans le trou, puis mes 2 cartouches ne sont pas en contact, la détonation arrête. C'est vraiment des produits qui ont besoin d'être peu sensibles, qui ont besoin d'être en contact une sur l'autre pour pouvoir assurer la détonation. Au niveau des détonateurs, même chose, il en existe depuis des années. Si vous avez vu des bandes dessinées où on mettait des mèches, puis le petit bonhomme partait à courir, tous ces produits-là ont existé. On est rendu avec des détonateurs électroniques. L'électronique, c'est que le délai de micro-détonation va être fait avec une puce électronique qui est ici. Fait que si je veux que mon détonateur saute à 517 millisecondes, il va sauter exactement à 517 millisecondes. Ces produits-là coûtent 5 fois plus cher qu'un détonateur conventionnel, puis on va le détruire dans le dynamitage. Fait que c'est de la performance qu'on achète. Fait qu'on travaille avec ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est que sur la batterie de mise à feu, il y a 2 boutons. Il y a un bouton Charge, puis un bouton Fire pour la mise à feu. Fait qu'on n'a pas le droit aux erreurs. Fait que si donne un exemple, si j'ai 15 détonateurs qui vont détonner dans un micro-dynamitage, si le détonateur numéro 12 ne répond pas, bien la batterie, quand j'essaie de l'initier, elle va me dire le détonateur numéro 12 ne fonctionne pas. Je ne te donne pas l'autorisation de sauter, tu dois faire le correctif avant de sauter. Fait que ça nous assure une sécurité, particulièrement dans des sautages où on va mettre plusieurs mesures pour recouvrir le sautage, fait qu'il est possible qu'on coupe un détonateur. Fait qu'au fur et à mesure qu'on fait le raccordement de tout ça, s'il y a un détonateur qui ne répond pas, on le sait, on est capable d'apporter le correctif, sinon on ne peut pas procéder à la mise à feu. Fait que lorsqu'on fait un sautage, de quelle façon on procède? Je vous montrais sur la photo comment que les équipements approchent parce qu'on contrôle tout ça. Malgré tout, on évacue le personnel, c'est certain. Fait qu'il y a 12 coups de sifflet. C'est un horn, c'est un klaxon qui est assez fort au niveau du son. On parle de 120 dB+. 12 coups, délai de 30 secondes. Tout est beau. On procède au sautage. Après le sautage, le dynamiteur ou le bout de feu, lui, il va venir vérifier les lieux si tout est sécuritaire. Si tout est beau, coup de klaxon d'une durée de 15 secondes en continu. Fait que c'est le même qu'on procède pour faire les avis de mise à feu. Puis quand vous n'entendez pas le son, normalement, c'est que vous ne sentirez pratiquement pas le sautage. Fait que ce qui est important aussi, c'est qu'on travaille avec des produits explosifs qui sont sécuritaires, mais ça demeure des explosifs. Je vous expliquais tout à l'heure que c'est régi par des règlements qui sont sévères au niveau fédéral, provincial. Fait qu'il n'y aura pas d'explosifs entreposés au chantier. Fait qu'on arrive le matin, à partir des entrepôts d'un manufacturier qui est à l'extérieur de l'île de Montréal, on a tant de kilos d'explosifs prévus pour la journée, tant de détonateurs. Fait qu'on arrive avec le stock prévu à la fin de la journée. S'il reste du matériel, on part avec, on retourne chez le manufacturier. Le camion de livraison pendant la journée, il est cadenassé, il est sous garde en tout temps. Puis à la fin de la journée, on ne garde absolument rien de matière explosive pour du vol, peu importe. On n'est pas dans une situation qu'on peut se permettre ça. Au niveau des sautages, je vous parlais tantôt des vibrations. On les contrôle, j'expliquais comment. Toutes les mesures de mitigation pour couper les vibrations. On filme chaque sautage. Puis quand on charge un sautage pour contrôler des projections, je vous montrais ce qu'on fait comme recouvrement. Mais au départ, le sautage, on le contrôle quand on le charge. C'est-à-dire qu'on ne charge pas des explosifs jusqu'au bouchon. On laisse une partie qu'on appelle le collet. On met de la pierre concassée dans la portion du collet pour retenir l'explosion. À travailler, à casser de la roche, on ne veut pas avoir de perte d'énergie vers le haut. Fait que c'est ce qu'on fait au départ. Puis, par-dessus le sautage, quand il est fini de charger, on va mettre des matelas par éclat puis de la membrane. On va le montrer dans les prochaines diapos, là, mais c'est des mesures additionnelles pour recouvrir le sautage, pour assurer une sécurité à 100%, parce que nous, au niveau des projections en ville, tolérance de projection, c'est 0. Vous voyez ici des matelas par éclat. On en met 3 épaisseurs.
Dans l'éventualité où j'aurais une petite roche de poignée avec les matelas qui pourraient lever, ben, en complément, au-delà de tout ça, on vient compléter avec de la membrane géotextile. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça ressemble à ça, un matelas, ça pèse 6 000 livres, c'est 3 tonnes. Chaque matelas, on en met 3 épaisseurs d'épais. Fait que, au niveau du devis, pour les spécifications, j'expliquais que la qualification du sous-traitant puis de l'entrepreneur au niveau de l'expérience, même chose au niveau des gens qui vont faire le suivi pour représenter la STM. Chaque plan de sautage de microdynamitage est préparé, vérifié et approuvé par des ingénieurs experts. Je parlais des normes de vibration sévères à 25. Fait que, puis je répète encore en bas, là, on commence avec des petits sautages d'essai. Puis les sautages évoluent progressivement en fonction des résultats. L'autre chose, c'est qu'il est arrivé des événements il y a plusieurs années où il y a eu des émanations de monoxyde de carbone suite au sautage. C'était avec des explosifs en vrac dans un autre type de roc. Mais c'était en 2012, Francis, même avant, où il y a eu des émanations de monoxyde de carbone qui est arrivé dans des salages. C'est arrivé en Estrie. Moi, j'ai été impliqué dans ce dossier-là. Il y a des normes depuis qui sont demandées par le Bureau de normalisation du Québec, qu'on appelle le BNQ. À l'intérieur d'un rayon de 100 mètres, on est obligé de mettre des détecteurs de monoxyde de carbone dans les sous-sols de maisons qui sont à l'intérieur de ce rayon-là pour mesure de sécurité additionnelle. Nous, on travaille en amont. Je vous parlais qu'on ne travaille pas des explosifs en vrac, etc. Fait qu'on travaille pour ne pas avoir ce type de problématique-là. Puis l'autre chose, je vous expliquais pour une question de raison de sécurité, de contrôle des murs aussi, on faisait du forage aligné à grand diamètre. Ça aussi, si jamais il y avait un potentiel d'émanation de détecteurs, pas de détecteurs, de monoxyde de carbone, bien, tous ces trous-là serviraient en plus au contrôle des vibrations, contrôle de la sécurité des murs de roc. Ça servirait également à faire un stopper, excusez l'expression, mais pour transférer du gaz de monoxyde de carbone à l'extérieur des lieux. Fait que il va y avoir des gens d'une firme spécialisée qui s'appelle Gestion Monox qui vont passer, qui vont vous demander avec un registre d'installer ces détecteurs-là. Nous, on travaille pour que ces détecteurs-là ne décollent jamais en aucun temps. Fait que ça, c'est le genre de détecteur qui est mis dans les maisons. Nous, sur le chantier, le bout de feu, quand je vous dis qu'après le sautage, il va vérifier les lieux avant de reprocéder au sautage, bien, lui-même a un détecteur de CO pour vérifier la qualité de l'air avant de retourner travailler dans sa zone de travail. Je pense qu'une image vaut 1000 mots, des vidéos en veulent plus encore, fait que je vous montre à peu près ce que ça a l'air comme effet des micro-dynamitages. Je laisse ça aller. Plusieurs petits trous, mais ils sont tous sous l'épaisseur de matelas que je montrais tantôt, plus la membrane. Fait que ça reste tout confiné. Quand je dis qu'il n'y a aucune projection, c'est la façon avec laquelle on contrôle tout ça. Ça fait vraiment pas un spectacle. On ne veut pas faire un show. C'est vraiment quelque chose de contrôlé, puis tout est fait systématiquement selon ces méthodes-là. Fait qu'en résumé, des petits sautages contrôlés. C'est une excavation qui est chirurgicale. On va la faire dans certains secteurs où on a des besoins. C'est une méthode qui est prouvée, qu'on a utilisée à maintes reprises, puis qu'on a développée, puis qu'on a raffinée. Les tranchées de rock splitter que je marquais, en plus du forage aligné à double rangée, c'est complémentaire. On ajoute les meilleures méthodes pour assurer qu'on est en plein contrôle sur toutes. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter. Fait qu'on va avoir une période de questions qui va suivre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avant qu'on puisse ouvrir la période de questions, si vous me permettez, je vais quand même vous rappeler qu'il y a différentes façons de rester informé sur l'ensemble du projet.
Vous les voyez affichés à l'écran. Donc, il y a le site web projetlignebleu.info, le bulletin électronique général ou ciblé. Donc, si vous êtes intéressé sur l'ensemble du projet, il y a moyen d'y être informé. Ou si le microdynamitage ou une station en particulier vous intéresse, il y a une façon aussi de cibler votre bulletin électronique. Le service à la clientèle ainsi que l'équipe agentes de liaison également. Vous les avez sans doute rencontrés à la table d'accueil quand vous êtes arrivés. Voilà. Ce qui va amener, je voyais une photo, donc c'est pour ça que je vous ai laissé le temps de prendre la photo. Cela dit, donc on va ouvrir la période de questions pour répondre à l'ensemble de vos questions. On est là, entre autres, pour ça ce soir. Je tiens quand même à vous rappeler donc, la manière dont on va procéder. Je vais vous inviter à aller à l'écran qui se trouve à ma gauche. Vous vous nommez, vous posez une question et vous avez droit également à une sous-question. Puis par la suite, si jamais vous avez d'autres questions, on va vous réinviter à faire la file pour pouvoir laisser un maximum de personnes à se prononcer, tout simplement. Donc, si vous avez des questions qui sont beaucoup plus spécifiques, autrement dit, qui touchent spécifiquement votre résidence ou votre commerce, on va pouvoir les adresser dans la mesure du possible, ou sinon, on va vous inviter à laisser vos coordonnées à la table d'accueil. On va pouvoir vous faire un suivi personnel là-dessus. Ça vous convient? C'est ce qui ouvre la période de questions. Donc, comme de fait, je vous invite à aller au micro à ma gauche, donc à votre droite, je présume. Ça a été très technique, là, donc je crois qu'on prend... J'estime que vous avez des questions. Allez-y. On voyait dans les clips le 6000 livres de matelas qui amortit. Ça, pour arriver à contrôler une explosion de cette ampleur-là, c'est quoi la charge d'explosifs qu'il y a en dessous? Écoute, c'est variable selon le nombre de trous. Les trous ne sont pas tellement profonds. Je te dirais qu'en nombre de kilos, pourrait être un sautage de 25-30 kilos là, maximum. C'est vraiment des micro-détonations. Puis progressivement, ce qu'il faut faire attention, c'est que on peut prendre des sautages un peu plus volumineux ou le même sautage, je peux mettre plus de délai. Fait que le sautage va durer plus longtemps parce qu'il est plus sécuritaire. Les gens vont penser qu'il dure un petit peu plus longtemps, il est plus gros, mais pas nécessairement. Ce qui est important dans notre cas, c'est combien de kilos qu'on va sauter à chacune des micro-détonations. Mais il n'y aura pas des sautages avec des charges de 1200, 1500 kilos. C'est trop, c'est pas la place pour. Puis les explosifs en cartouché, les cartouches, ils ont l'air de quoi? En millimètres, ça va jouer de 25 mm par 200, c'est 1 pouce par 8 pouces, puis ça peut aller avec des diamètres, je te dirais, de maximum ici, ça va être du 40 mm par 400 mm. Puis la vitesse en millimètres secondes, c'est la détonation. La détonation, l'explosion. On a des explosifs, là, c'est une bonne question, on a des explosifs qui vont détonner de l'ordre de 5 à 5,5 km par seconde. Wow. Fait que quand je te dis que ça saute vite, là, puis on est vraiment, puis quand on dit qu'on prend des détonateurs électroniques, puis on va avec des explosifs en cartouche, calculer vraiment chacune des charges, là, ça se passe vite. Là. Puis c'est pour ça que ça brise le roc, c'est instantané. C'est rapide. C'est 0,3 secondes. Nous autres, on le voit avec les sismographes, on l'analyse, mais dans le commun des mortels, tu as l'impression que ça fait un boom. Puis dans ce petit boom-là, il y a toute une séquence qui se passe excessivement rapidement. Je vais profiter du fait qu'il n'y a pas de file d'attente. Le rock splitter, il y a une pression qui est exercée dans le trou de forage. Ça ressemble à quoi? Le rock splitter, c'est tu vas faire un trou avec un gros diamètre, puis tu vas rentrer un cylindre hydraulique, puis c'est de l'hydraulique qui va prendre l'expansion, qui va venir éclater le roc. Tu as beaucoup de trous gros qui sont rapprochés pour le faire. Les trous gros, c'est quoi? Ça va être des trous de... Normalement, on s'en va dans le 5 pouces et demi, 6 pouces. Puis dans les forages qu'on prévoit faire pour les micro-dynamitages, qu'on va avoir des trous de 32 mm à 50 mm. Fait que c'est vraiment pas le même type d'équipement de forage. Il y a des places, tu as besoin d'aller faire de l'excavation de roc. C'est sûr qu'au départ, le roc, quand qui est friable, on va l'excaver mécaniquement. Mais quand on arrive avec du roc qui est d'une dureté très dure, plus capable de l'excaver, il y a des places qu'on va avoir faire de le rock splitter, comme Sarah l'expliquait tout à l'heure. Mais il y a des zones où on veut aller faire des forages avec des gros trous, faire le rock splitter, puis on n'a pas l'espace pour faire ça. Mm-hmm.
Puis le microdynamitage est très contrôlé. Ça te permet de faire un peu plus de volume parce que il y a une autre méthode qui existe aussi, c'est avec du marteau-piqueur hydraulique. Fait que là, tu t'en vas cogner dans la pierre, puis écoute, c'est tannant au niveau du bruit. Tu entends ça piquer à journée longue, puis c'est très long. Puis l'objectif des projets comme ça aussi, on ne veut pas que ça dure 8 ans. Là. Fait que les gens, en chantier, les gens sont contents d'avoir des nouvelles à la station, mais ils ne veulent pas l'avoir dans 8 ans puis se faire déranger pendant 8 ans. Fait que ces méthodes-là existent pour pouvoir aller faire des travaux avec une certaine efficacité aussi. Merci. Toujours un plaisir. Bonne soirée. J'ai déjà vu ça au centre-ville avec les tours Rockabella ou le micro-dynamitage. Ma question, elle est simple. À combien le nombre de sautages prévoyez-vous faire sur une ligne? Combien de sautages pensez-vous réaliser pour une ligne donnée? Et c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas capable de répondre pour l'instant parce qu'il y a une partie qui est faite au rock splitter, il y a une partie qui pourrait être en micro-dynamitage, de combien l'entrepreneur va scinder puis il va faire un au détriment de l'autre. Je ne pourrais pas répondre à ça. Okay, mais il y a deux méthodes qui existent. Puis moi, j'en présente une ce soir qui est pas une alternative, mais qui est une méthode d'excavation qui donne une très bonne efficacité, qui est prouvée. Maintenant, l'entrepreneur qui va faire les travaux, est-ce qu'il va faire un peu plus de rock splitter ou autre? Mais il reste que dans les microdynamitages, je répète, c'est des trous de petit diamètre. C'est pas des trous qui ont des grandes profondeurs. On va aller avec des banquettes de 2,5 à 3 mètres là, par expérience. Est-ce qu'on risque d'entendre sonner pendant longtemps, 1 an, 2 ans? Parce que quand vous faites le microdynamitage, il y a des coups de son, comme vous avez dit. Oui, c'est le klaxon. On risque de l'entendre souvent et peut-être longtemps aussi. Oui, mais écoute, normalement, les entrepreneurs, par expérience, là, vont faire les travaux de microdynamitage sur la fin d'un quart de travail ou sur l'heure du midi. Parce que faut quand même qu'il évacue son personnel. Fait que lui, il va essayer de faire des forages, puis il ne fera pas des sautages à raison de 15 par jour, puis tout le temps en train d'évacuer son personnel, puis revenir, puis sortir. Fait que, plutôt, il y a une question d'efficacité au niveau des travaux. Puis normalement, on voit ça à la fin des quarts de travail. Fait que, ce qui est possible, c'est que dans un événement qu'on appelle une période de sautage, il en fasse un petit ici, un petit là, puis un petit à côté. Ça va être des petits, mais est-ce qu'il peut les combiner un à la suite de l'autre? Tu pourrais avoir, exemple, 3 fois un événement qui est de 0,25 secondes. Pensez-vous qu'il peut y avoir beaucoup de risques de perturbation à la circulation suite à ces dynamitages-là? David? Tous les sautages se font à l'intérieur de nos enceintes de chantier, puis on va pas limiter la circulation de chaque côté ni rien, parce que c'est vraiment des microdynamitages qui sont contrôlés, qui font en sorte qu'il n'y a pas de zone à part la zone, on va dire, d'excavation qui va être évacuée là. Donc, tout le pourtour, les maisons pourtour, la rue à côté, il n'y a aucune évacuation, c'est la vie continue là. Est-ce que c'est du 7 jours sur 7? Est-ce que ça va se faire aussi la fin de semaine ou seulement du lundi au vendredi? Possiblement. Encore là, l'entrepreneur travaille 7 jours sur 7 sur plusieurs sites avec les rock splitters. Les rock splitters, ce qui est important aussi de comprendre avec les rock splitters, c'est que pendant qu'il est en train de faire le forage ici, le rock splitter ici, à 5 pieds à côté, ces travailleurs sont là. C'est ça. Puis il est équipé pour avoir plusieurs équipes à plusieurs endroits. Donc, c'est sa méthode. La première méthode qu'il va utiliser, c'est celle-là, parce que autant, ça peut être un peu plus long, mais au nombre d'équipements qu'il y a une force de frappe. Le microdynamitage, possiblement, qui va viser plus les structures qu'il regarde présentement, c'est des horaires plus de semaines, mais encore là, il y a des délais à respecter qui fait en sorte que s'il vient qu'à prendre du retard, il va se servir de la fin de semaine pour reprendre son retard. Mais possiblement qu'il va viser beaucoup plus la semaine que la fin de semaine par rapport à ça. Okay, merci. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un résultat, puis on lui a donné des paramètres de livraison, mais présentement, c'est sûr qu'il essaie de livrer cette portion-là durant la semaine. Mais nous, on n'est pas fermé à le permettre. C'est permis qu'il travaille la fin de semaine. OK, merci beaucoup. Bonjour. Faut que je garde mon habitude de poser une question depuis le début du projet. Je ne peux pas passer à côté.
Moi, je suis à l'intérieur. Merci pour les explications. C'est c'est super. Je suis à l'intérieur du 75 mètres à Vio. OK. Je peux confirmer qu'effectivement, les ingénieurs ont passé, ils ont pris les photos de tous les murs et de tout. Est-ce que c'est certain qu'on va avoir les détecteurs et tout ça avant que le projet commence, les microdynamitages commencent? Avant que les microdynamitages, le détecteur de monoxyde de carbone, ils vont passer chez vous, ils vont prendre le registre, puis il doit être installé. OK. Maintenant, si vous n'en voulez pas, puis regarde, non, vous on y signez, veut. regarde. Mais moi, avec mon équipe, on travaille en amont pour faire en sorte que la batterie du détecteur de monoxyde de carbone, on ne la changera pas, là. Ça ne décollera pas. OK. OK. Ma deuxième question, c'est comme nous autres, on est à l'intérieur du 75 mètres, on avait extrêmement peur au bruit du marteau-piqueur parce qu'on est à côté, là. D'après votre explication, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup de ça. Non, le marteau-piqueur est utilisé vraiment pour, on va dire, souvent plus quand on fait des conduites en tranchée, vraiment des petites zones, puis là, on va vraiment vers des volumes. Fait que pour le site de Vio, comme Sarah l'explique, il va pour le puits central, vers la méthode Rock Splitter, mais il va avoir quelques éléments peut-être pour la sortie de secours qui est dans la même enceinte où est-ce qu'il va utiliser du microdynamitage. Mais encore là, il va gérer ses équipes par rapport à la situation, etc. Là. Parce qu'on a eu l'expérience quand ils ont changé les conduits d'eau, là, dans la curve Cannes-Beaunard, là, on a eu l'expérience Ça, du marteau-piqueur. c'était au marteau-piqueur. croyez-moi C'est long, que oui. c'est étonnant, Oui. oui. Ah, croyez-moi Oui. que oui. Le rock, ma dernière question, le rock, là, Splitter. ouais. Est-ce que ça, c'est très, 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 très bruyant? C'est-tu similaire un peu au marteau-piqueur? Ou, Non, C'est moins bruyant. moins bruyant. Beaucoup Puis c'est pas la machine qui vient faire l'éclatement du roc, c'est la foreuse qui perce le trou avant qu'il y ait un bruit un peu plus gros. Ouais. Je cherche un terme pour dire que c'est pas si pire que ça, mais Supérieur. Ça se fait à supérieur. l'intérieur des enceintes de chantier où il y a des murs Ouais. anti-bruit, donc on met les mesures de mitigation. Non, je sais. pour contrôler Écoute, le en bruit. passant, comme je le dis à chaque fois, malgré toute la critique que les gens peuvent faire, moi, je félicite le bureau du projet parce que c'est formidable comme gestion. Moi, je peux en parler, je suis juste à côté. Ils sont dans mon salon, presque. Fait que, OK, bien, écoute, merci. Merci Ça fait à vous. plaisir. OK. vous reviendrez, hein, on veut vous revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a peut-être un élément que je voudrais clarifier Certainement. aussi. On a la chance d'avoir Pierre Groslot avec nous. En fin de compte, c'est important que vous compreniez qu'on a, nous, engagé un expert qui nous accompagne. Donc, l'entrepreneur qui exécute les travaux, lui, il y a un expert, puis nous, on s'est fait accompagner par, on va le nommer, une sommité au Québec dans ce domaine-là pour s'assurer que tout soit conforme. Fait que l'entrepreneur, il ne peut pas arriver avec son spécialiste en disant, c'est le même qu'on va faire ça, puis vous allez voir, ça va bien aller. Il regarde les documents, il se positionne, puis de là, après ça, nous, on va donner l'accord. Mais c'est pour ça qu'on se fait accompagner par vraiment quelqu'un qui est la personne de référence au Québec. Puis on est un petit monde, on se connaît tous. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Fait que- Sur Jean Talon, là, Horizon 2 mobilité, Oui. Horizon, là, c'est vous autres, ça, hein? C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui exécute l'entrepreneur qui exécute les travaux, en fin de compte, pour nous. Ils ont pris des locaux, là, Oui. Oui, Oui. oui, c'est ça. Allez-vous, parce que le terrain qui est à côté de ça, il était vous autres. Je pourrais pas dire personnellement. Non, il s'est loué. Il a pas été à Hydro-Québec. Les terrains, Les stationnements. c'est ça, les stationnements, c'est les terrains d'Hydro-Québec. Donc, c'est des terrains, il doit y avoir des tours au-dessus, quelque chose du Exact. genre. Fait que c'est Yeah. des terrains qui ne sont pas construisables. Que l'entrepreneur a pu louer pour faire des stationnements. Par contre, 3 ans, je suis dans le coin. Si on revenait au
plus au microdynamitage, si vous me permettez. Est-ce qu'il y aura d'autres questions à propos de tout ce qui vous a été présenté? Sinon, j'ai quelques questions qui ont été posées au préalable. Je peux peut-être me faire porte-parole de ces questions-ci. Est-ce qu'il y a-t-il des assurances ou des garanties mises en place pour couvrir les dommages potentiels causés par le dynamitage ou l'éclatement? Premièrement, il n'y aura pas de dommages, mais on a quand même, au bureau de projet, c'est-à-dire on a quand même une assurance qui couvre les dommages, et en plus de ça, l'entrepreneur, si lui, il vient qu'à dépasser les limites qu'on lui a fixées, c'est lui aussi qui est tenu par ça. Fait que s'il vient qu'à avoir des dommages ou quoi que ce soit, même si je vous dis qu'il n'y en aura pas, il va y avoir quelqu'un qui va les prendre en charge. C'est pour ça qu'au préalable, il y a une préinspection aussi qui est faite. Ouais. Et peut-être dans le même sujet, serait-il possible que ce microdynamitage contrôlé provoque des dommages aux conduits d'eau, aux coupures d'électricité ou d'autres incidents de la sorte? Si oui, quelles sont les mesures d'urgence associées à ces éléments spécifiquement? À mon niveau, la réponse est non. Puis pourquoi? C'est à cause du fameux 25 mm par seconde qui est la norme à respecter. On va installer aussi des sismographes très près des utilités publiques. On prend comme exemple s'il y a une conduite aqueduc, ces éléments-là, pour être capable vraiment de mesurer aussi l'onde à cet endroit-là. Fait qu'on met des mesures par-dessus les mesures. Satisfaite. Je prendrai peut-être des interventions ou des questions dans la salle, si jamais il y en a. Parce que je peux enchaîner avec les questions qui ont été posées. Avec toutes ces mesures-là, ça ralentit le processus, il me semble que c'est toujours la moitié du minimum. C'est un bon point, mais je vous dirais par expérience, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, là, les tolérances sont de plus en plus sévères. Les gens sont moins tolérants. On parle des conduites enfouies de la ville de Montréal. Elles sont vieilles, il y a de l'usure, tout ça. Fait que ce qu'on a à protéger est plus fragile aussi. Puis on doit travailler de façon plus rigoureuse. Il y a 15-20 ans, on travaillait avec des valeurs beaucoup plus élevées que ça. Ça ne brisait pas, mais les normes sont plus sévères. Les gens sont plus inquiets. Fait que ça l'impose à ça. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire ça avec 50 mm sans briser? La réponse est oui. Mais les normes sont sévères, puis il faut s'y contraindre aussi. On se creuse plus les méninges, oui. Mais, monsieur, je comprends votre point, mais d'un autre côté, on a la responsabilité qu'à tous les jours, tous les travailleurs retournent à la maison sains et saufs. Et on a la responsabilité qu'il y ait, pour le microdynamitage, qu'aucun éclat ne sorte. Puis ça, c'est une grande responsabilité, puis on met des mesures. C'est pour ça que oui, vous pouvez peut-être penser que ça va moins vite, mais il y a plein de mesures qui sont mises en place pour diminuer le bruit. D'un premier métro, le bruit, c'était épouvantable. Tout a été mis en place pour que ça soit réalisé dans une qualité, puis aussi dans une sécurité. Puis pour les gens qui habitent autour, pendant 7 ans de temps, ils vont avoir ça. Donc, on se doit de faire ce travail-là. Puis en complément, David, on a un contexte aussi, là, mais moi, je suis un peu tout le temps dans des situations qui sont précaires. On fait des dynamitages sous-marins pour Hydro-Québec près des structures. Il y a toutes sortes d'applications dans notre domaine. Puis une question qu'on doit se poser, ça coûte quoi si on manque notre coup? Fait qu'il faut prendre des mesures. Puis s'il y a un sautage qui n'est pas contrôlé, qu'il y a des problèmes, il va y avoir des plaintes, des bris, le chantier arrête. Puis je vous le dis, là, redémarrer un chantier arrêté, c'est quelque chose. On ne veut pas ça. On ne veut pas aller là. Maintenant, est-ce qu'on en met trop? On en met beaucoup. Puis je pense pas qu'on en met trop. C'est juste que pour un néophyte comme moi, il me semble que ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Bien, je vous dirais que ces chantiers, ça fait partie des normes. On travaille dans d'autres provinces aussi, puis on a des normes exigeantes aussi. Les exigences sont sévères. Puis les entrepreneurs prennent les dispositions. L'installation de tapis, tout ça, ça prend du temps, mais ça fait partie du protocole. Puis c'est comme ça. Mais c'est demandé à même, ça j'expliquais tantôt, on écrit à la base un devis, puis on demande ça, puis on veut que l'entrepreneur arrive avec les bonnes méthodes, les bons produits, les bonnes foreuses, en conséquence de ça. Puis ce qu'on vise, c'est la sécurité, puis la qualité du travail.
Je vais me permettre de vous inviter à aller aux questions. Étant donné que la séance est enregistrée, c'est toujours d'utilité pour les personnes qui vont nous réécouter. Je sais que ça vous fait un petit... Je vous remercie. La question, c'était, y a-t-il un contrôle fait par la ville pour que l'entrepreneur ne dérape pas, disons, pour sauver des coûts, il décide de faire un petit peu... contourner un peu les règlements et ainsi de suite. Y a-t-il comme un watchdog qui check tout ça, là? Plus qu'un. Puis en passant, la ville en fait un sur nous, que nous, on en fait un sur l'entrepreneur mis en place. Donc, il y a plein d'éléments qui sont mis en place. Premièrement, sur un chantier de cette envergure-là, on a plusieurs surveillants. On a des ingénieurs qui sont là pour s'assurer. Il y a des surveillants qui regardent les travaux. Il y a des ingénieurs qui analysent les situations. On a des gens à SST. On a plein d'équipements, autant des sismographes, des sonomètres, pour les poussières, je ne me rappelle plus le terme, qu'on met en place. On a des caméras. Écoutez, les mesures, là, on est là. L'entrepreneur voudrait dire « oui, je te mets juste ça », puis il y a des gens qui vont surveiller les charges qu'ils vont mettre. Il y a des registres qui sont signés. Il y a des qualifications ISO, donc que l'entrepreneur doit mettre en place, lui aussi, une propre surveillance indépendante. On a des laboratoires. Là, vous allez dire, hey, ça doit coûter cher en maudit, tout ça. Oui, mais on s'assure qu'il y a une qualité. Bon, l'ouvrage qu'on construit est pour les prochains 100 ans. Ça coûte cher, mais ça a été budgété en conséquence. Oui. Puis, une des raisons pourquoi tout ça est mis en place, c'est que, on voit le métro, la première fois qu'il a été construit, il a été construit rapidement. Ça reste que là, il y a besoin d'amour, mais on veut construire un métro, ce coup-là, pour 100 ans. J'aurais peut-être une question, messieurs, dames. Les citoyens et citoyennes se posent la question à savoir, est-il possible d'avoir accès à une cédule des travaux? Est-ce que nous serons informés de la séquence de dynamitage? Et puis, par conséquent, il y en aura combien par jour environ? Là, je vous ai fait tout ça en rafale, mais... Aujourd'hui, on vous annonce qu'il va y avoir du microdynamitage qui va commencer dans le secteur de l'Angelier. Encore là, on va quand même l'annoncer à travers notre site, etc. Mais après ça, on n'annonce pas que demain, il y en a un à telle heure, etc. C'est vraiment avec le klaxon, avec tout cet élément-là. Fait que si vous ne l'entendez pas de la maison, c'est que vous ne le sentirez pas non plus, comme monsieur expliquait. Pour les autres sites, quand on va recevoir la méthode, la stratégie de l'entrepreneur, on va, même chose, annoncer qu'il y en a un qui s'en vient, on va dire, je donne exemple, P9, puis là, tu vas me dire, ben non, il n'y en a pas P9. Je savais qu'elle allait me dire ça, c'est tout le temps la même chose. Fait qu'on va dire pour la SA2, on va en faire. Fait que, avant, on va envoyer quand même un bulletin pour dire que ça va commencer à peu près à telle période. Mais après ça, la stratégie de la journée pointue, c'est quand non, il n'y aura pas de communication par rapport à ça. Ça va être vraiment avec l'annonce sonore. Est-ce qu'il y aurait une question en présentiel? Vous avez juste besoin d'un petit peu plus de motivation, n'est-ce pas? C'est comme... Ou c'était trop clair? Concernant le monoxyde de carbone, est-ce que c'est un phénomène que vous pouvez préconiser ou... Le problème, lorsqu'on fait une détonation avec des explosifs, il y a des vapeurs qui sont libérées par la détonation. Je dis que ça détonne à peu près de 5 à 5,5 km par seconde selon le produit, là. La plupart, c'est des vapeurs d'eau. Monoxyde de carbone, il y en a. Où ce qu'on va avoir le plus de difficulté à le contrôler, ou ce qui va en avoir le plus en quantité, c'est au niveau des explosifs qui sont en vrac. Fait que c'est une des raisons. On veut contrôler vraiment combien on va mettre de grammes à chacune des micro-détonations. C'est pour ça qu'on prend des explosifs en cartouché, mais en plus de ça, ces produits-là, c'est ceux qui vont produire le moins de fumée nocive comme le monoxyde de carbone. Fait qu'on travaille en amont pour ne pas en avoir. On met des matelas par-dessus qui vont dégager aussitôt que le sautage est fait. On enlève les matelas, première étape, pour libérer le peu de gaz qu'il va y avoir. Puis pour la propagation, au-delà de la zone d'excavation, j'expliquais tout à l'heure que pour couper des vibrations, on faisait du forage tout le tour pour ceinturer plus la tranchée.
bien ça va servir par conséquent, par le fait même, à éliminer les risques associés à ce que des monoxydes de carbone sortent hors de la zone des travaux par le roc. OK, merci. Plaisir. J'irai peut-être avec une question. Oui. Au moment du dynamitage et de l'excavation de masse, comment allez-vous assurer la rétention des terres pour éviter les tassements de sol qui pourraient nuire aux fondations? Qu'en est-il de la nappe phréatique? À quel niveau au-dessous de la nappe allez-vous excaver? Et quel sera le diamètre du trou d'excavation? Elle est très technique, Oui. celle-là. Hein? Premier des éléments, comme on a vu sur les images, on a pour la première portion, en fin de compte, le sol meuble, on a des murs berlinois, donc des murs qui retiennent la terre qui est là. Ces murs-là, ils ont vraiment, on suit la déflexion pour pas qu'ils bougent. Donc, pour être certain qu'ils ne bougent pas, on a différentes lectures dessus. Et, il peut y avoir un petit mouvement, mais le mouvement il est tellement minime. On parle de 10 mm, donc c'est tellement minime que la maison qui est de l'autre côté, il n'y aura aucun tassement dû à ces éléments-là. Donc, le tassement ne peut pas se produire puisqu'il n'y a pas de déplacement de terre qui va se produire. Si on va plus loin, on parlait aussi de la nappe phréatique. Encore là, tout dépendant du secteur, parce que la question est, les secteurs, tantôt, on voyait Vio, il y a 1 mètre, 1,5 mètre de sol meuble sur le dessus, tandis que si on va plus dans le secteur Anjou, on peut tomber jusqu'à 7 mètres. Donc, à 7 mètres, il y a beaucoup plus de possibilités que la nappe phréatique soit dans cette portion-là. Encore là, la nappe phréatique sera presque pas affectée. Puis quand je dis presque pas affectée, c'est-à-dire tout dépendant du matériel que le sol est fait. Est-ce que c'est de l'argile? Dans de l'argile, on ne l'affecte pas du tout. Dans un autre type de sol, elle pourrait être un petit peu plus affectée, mais vraiment dans la dernière portion avant d'arriver à notre mur berlinois. Donc, souvent, la distance, on a une rue entre les deux, on a un trottoir entre les deux, donc ce qui fait en sorte qu'il y aura pas le bâtiment ne sera pas affecté, surtout au peu de profondeur qu'on a entre le sol meuble puis le roc existant. Donc, la réponse en plus courte, c'est qu'il n'y a rien qui sera affecté. Mais je voulais quand même l'expliquer. Ça a été étudié, ça. Oui. Encore là, on a d'autres spécialistes en géotechnique qui ont regardé ces éléments-là pour s'assurer que, bon, bien, ici, la nappe est à tel niveau, notre roc est à tel niveau, nos distances, voici les distances, puis ils nous ont tous confirmé qu'on n'avait aucun enjeu à aucun endroit. Je vais aller. Est-ce que les microdynamitages se feront seulement au niveau des stations ou aussi pour les tunnels du métro? Ça, je l'avais expliqué sur une diapo. L'excavation du tunnel va se faire de façon mécanique avec le tunnelier. Fait qu'on fait les stations, puis certains puits de ce qu'on appelle les structures auxiliaires. Parfait. Même la portion qui est l'autre côté de l'autoroute 25, David, là, qui est souterraine pour le garage, c'est fait de façon mécanique également. De la station Anjou, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis une des raisons de ça, c'est que quand on fait des dynamitages, je vous expliquais que c'est excessivement rapide en millième de seconde. Quand on dynamite des tunnels, ça se fait également, on le fait dans des mines puis dans des gros projets hydroélectriques. Mais là, on doit se battre contre la gravité, fait que le sautage peut durer de 7 à 8 secondes parce qu'il faut prendre le temps de dynamiter un trou, puis que le roc bouge avant de dynamiter le trou voisin, etc. Fait que ce processus-là fait une durée de sautage qui est beaucoup plus longue, qui va déranger des gens au niveau de la perception. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on a choisi d'excaver mécaniquement plutôt que faire des dynamitages en tunnel. On prendrait peut-être 2-3 questions en présentiel si jamais vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit. Ou bien ça veut dire que ça a été très clair et très limpide. Merci à tous. J'aurais peut-être une toute dernière question par rapport aux travaux. Quand est-ce qu'ils seront terminés sur Jean Talon et Langelier? La question. Dans le fond, ça dépend lesquels. Là. Les travaux d'excavation, on vise les terminer dans moins d'1 an. Les travaux d'excavation, encore
verticale et horizontale de la station vont être terminées. Par contre, par la suite, il va y avoir un autre contrat qui va s'en venir faire le bétonnage de la station, construire la station vraiment là, en sous-sol, faire les locaux, faire les rails. Donc, on prévoit encore jusqu'à minimum 2029, je dirais, avant la réouverture de la rue Jean-Talon. C'est probablement pour ça qu'on parle de la rue Jean-Talon, mais soyez assurés que du moment qu'on est en mesure de remblayer sur la rue Jean-Talon, puis remettre les voies accessibles, là, ça sera fait. Une dernière pour la route? Allez-y. Allez-y, pardon. La prochaine fois, vous vous assiérez à côté du micro. Je m'en forme. Y a-t-il moyen d'avoir le tracé du trajet, d'où est-ce que, disons, le métro va passer, en dessous de quelle maison, des choses comme ça? J'ai aucune idée. Parce qu'on parle de la rue, je pense qu'elle voulait dire Montjoie et non pas Montjoli, parce que je reste sur la rue Montjoie. Donc, je suis curieux de savoir le fameux trou, là, le tunnel. Le tunnel, le tunnelier? Il va passer où exactement? Il va-tu passer le long de Jean-Talon, tout le long de Jean-Talon? Ben, à des endroits, il n'est pas complètement sous Jean-Talon. Des fois, il est un peu déphasé. Puis, plus qu'il arrive en joue, plus qu'il est déphasé. Faudrait qu'on regarde, voir à quel endroit. Est-ce que, premièrement, on l'a déjà publié? Ce n'est pas vraiment un enjeu, là, mais souvent, on le présente plus de façon schématique, là. C'est ça, parce qu'il va passer en dessous Ouais. des maisons. Mais c'est majoritairement sur la rue Jean-Talon. Puis l'autre chose, c'est que les profondeurs à laquelle il est, ça n'a aucun impact. Puis on est vraiment dans le roc, c'est-à-dire qu'il il va y avoir une portion de roc au-dessus de notre tunnel avant d'arriver dans le sol meuble. Donc, tous les travaux qu'on fait n'affectent en rien la stabilité du roc supérieur. Et en plus de ça, nous, quand on construit le tunnel, soit en bétonnage ou même avec le tunnelier, on vient remettre des bétons préfabriqués, puis on vient réinjecter l'espace. Donc, on ne crée aucun tassement dans le secteur. Il n'y a aucun vide. Là, Aucun vide. Puis aux places où est-ce qu'il y en avait déjà, on va venir les combler. Parce qu'à des endroits, on appelle ça, il y a des failles, donc on s'en vient les combler avant même le passage. Merci beaucoup. S'il n'y avait pas d'autres interrogations, on va pouvoir mettre fin à la séance d'information. Si vous avez de l'intérêt pour parler d'un sujet en particulier en lien avec le projet, nous vous inviterons vraiment à nous le mentionner à la table d'accueil et nous en tiendrons compte. L'équipe du projet de Ligne Bleue reviendra vous voir à plusieurs reprises tout au long du projet pour vous tenir informés. D'ici là, on vous invite à consulter la page web projetlignebleu.info, vous inscrire au bulletin électronique si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez choisir de recevoir les dernières nouvelles sur l'ensemble du projet, ou seulement sur le secteur qui vous concerne. Il s'agit du meilleur moyen de rester informé de l'avancement du projet, des travaux qui sont prévus et des tribunes d'infos à venir. C'est ce qui met à la fin de la séance, et je vous souhaite une excellente soirée. Rentrez bien. Merci. Merci. Merci.